Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de hardware maintenant. Ouais, vas-y. Bon, comme ça. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez à quoi fait référence ce mème. Ça fait référence à un article qui est paru en octobre 2018, donc octobre de cette année, par Bloomberg, qui, soi-disant, avait détecté, pendant ses investigations, un implant sur des cartes mères Supermicro. Alors du coup, ça commençait comme une super histoire. Ça allait un peu relancer l'investigation hardware et l'histoire des implants un peu, qui avait été un peu oubliée depuis quelques années. Et finalement, ça a été un gros fail. Les mecs se sont complètement vautrés. Il y a peut-être une part de vrai dans ce qu'ils ont dit, mais beaucoup de personnes qui ont démenti, donc déjà les premiers concernés, Apple, Amazon et les autorités américaines. Tous les gens qui avaient des cartes mères Supermicro se sont mis à chercher un peu. Personne n'a trouvé quoi que ce soit. Et si on regarde un petit peu la carte là, on voit déjà qu'il y a une puce BMC qui est utilisée pour faire un peu du management hardware, même quand les serveurs sont éteints. Si vous êtes intéressé par ce truc-là, faut aller voir la conf qui est la Zero Night. C'est plutôt intéressant, je l'ai mis en lien dans mes slides à la fin. Mais surtout, on voit, soi-disant, le allegedly hardware implant qui était mis ici. Je vois pas pourquoi les mecs se seraient fait chier à en foutre un ici alors qu'ils pourraient mettre une vraie puce. Ou même essayer de reflasher le BIOS de la carte. Bref, on comprend pas trop. Du coup, c'est un peu tombé, c'est un peu fait un flop. Et les gens ont relégué encore une fois les implants hardware et tout ce genre de trucs assez intéressants au rang des légendes urbaines. Pourtant, si on se souvient bien... j'ai eu un petit swap intéressant. Si on se souvient bien, les implants hardware, c'est vraiment un truc qui existe vraiment. C'est pas un conte de fées, ni une légende urbaine. Si on se souvient du leak qu'il y a eu dans la presse du catalogue de la NSA en 2013, on se rend bien compte que les mecs, bon, c'est déjà en activité depuis au moins 2008. Là, vous avez sous les yeux Cottonmouth, qui est un implant qui a été foutu dans une prise USB, dans une connectique USB. On voit déjà un peu la taille à laquelle on peut faire face dès 2008. Hein. On est quand même un petit peu plus longtemps après. On se rend compte que déjà à cette époque, ils pouvaient, dans cette taille-là, implanter tout ce qui est hardware, comme des processeurs de l'ARM 9. Sur celui-là, il y avait de l'ARM 9. Il y avait un FPGA, il y avait 2 mémoires, une flash et une SRAM. Il y avait aussi un module émetteur-récepteur radio, qui est juste ici. C'est-à-dire que 2 dispositifs entre eux pouvaient communiquer, et ils pouvaient communiquer aussi à l'extérieur et être pilotés à distance. Bref, les mecs pouvaient faire du persistence, du software persistence en dehors d'un PC et tout. C'est assez fou à l'époque. Si ça vous intéresse, il y a des mecs de la communauté sécu qui se sont dit « Ah, nous, on a repris les principes des catalogues qui a leaké, et puis on refait des trucs pour s'amuser en Red Team. » C'est assez intéressant à voir. Du coup, on se rend bien compte que ça existe, mais que potentiellement, un attaquant, s'il est vraiment motivé, il peut faire autre chose que de l'implant hardware aussi. Il peut très bien directement remplacer le BIOS original par un BIOS corrompu. Quoi, ça se voit, ça laisse pas de traces, sauf dans le BIOS, et c'est assez compliqué à trouver. Ce genre d'attaque, donc la Evil Maid Attack pour la méchante femme de ménage qui rentre dans une chambre d'hôtel et qui vous corrompt votre PC, ou la Supply Chain Attack, où les mecs de Tao de la NSA sont assez forts là-dessus, où ils récupèrent un colis qui vous est expédié, qui l'ouvre, qui modifie votre firmware et qui le remet dedans et dit « Salut, tiens, vas-y, prends-le, c'est bien ». Ça s'est vu, ça prend vachement moins d'argent et moins de temps que d'aller corrompre une ligne de fabrication en Chine pour rajouter des implants à la volée sur Watt1000 PCB pour essayer que votre cible en ait un au moins chez lui. Et ça prend pas beaucoup de temps. Il y a un exemple qui a été publié cet été, je crois, où il y a des mecs qui montrent un PC, je pense beaucoup de boîtes utilisent ce genre de PC, et en 5 minutes, en moins de 5 minutes, le mec il démonte le PC, il se connecte sur la puce qui contient le BIOS, avec du matos qui coûte moins de 400 €, il va charger une version de BIOS modifiée, et en rebootant après, pour l'exemple, il montre que oui, il a bien modifié le BIOS et il y a 0 souci. On pourrait penser qu'on est protégé avec des TPM et ainsi de suite. Alors les TPM, Trust Platform Module, c'est censé faire une empreinte de la chaîne de boot et de s'assurer que tout va bien à chaque boot.
Manque de bol, il y a aussi des vulnes là-dedans, dont certaines détectées dans l'implémentation, carrément de l'aspect TPM. Et une des dernières qui a été détectée en août 2018, voilà, permet par exemple d'abuser de reboot, de système de reboot de la machine, et dans l'aspect qu'ils disent si tu rebootes trop de fois ou si tu rentres dans une condition où en gros tu trustes le truc qui arrive et finalement tu peux truster ton BIOS qui a été modifié. Donc ça peut avoir des failles et voilà, il ne faut pas toujours s'assurer de tout ça. Alors moi je travaille au CERT de la Société Générale. On a du coup une Blue Team et une Red Team. La Red Team est un peu plus récente. Hein. Nos missions principales, c'est faire de la veille sur Internet, principalement aussi de la réponse à incidence, que c'est vraiment notre cœur de métier, de la threat intel, du malware analysis. D'ailleurs, vous verrez une conf juste après qui parle de TinyLinux, sur lequel aussi on a travaillé, donc pour avoir un peu une idée du genre de malware qu'on analyse. On fait aussi de la R&D, qui me permet de faire le genre de choses que je vous présente aujourd'hui. Et on publie certains outils que vous avez peut-être déjà entendu parler, comme FEAR pour la réponse à incident, la gestion d'une réponse à incident, FAME, une méta sandbox, et Swordfish plus récemment, qui permet de faire de la sensibilisation au phishing. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du hardware analysis? On voit bien que déjà Microtik, tout à l'heure, là, c'est complètement à chier quand même leur sécu. Et tous les objets communicants aujourd'hui, il n'y en a pas un qui passe entre les mailles du filet. C'est à chaque fois, ils se font choper, il y a des vulnes et tout. Mirai et Hajime, par exemple, c'est les plus connus, surtout Mirai, où du coup, ça infecte des IoT, ça en fait un botnet et ça te balance du DDoS. Alors, t'es pas content quand tu te prends une salle de DDoS là-dedans, parce que c'est assez puissant. Reaper, par exemple, c'est la même chose que Mirai et Hajime, mais là où Mirai et Hajime, eux, ils utilisent directement les mots de passe par défaut du service Telnet, Reaper, lui, va utiliser vraiment les vulnes comme qui a été présenté sur Microtik. Il utilise vraiment des vulnes, il fait pas de brute force, et voilà. Mais son première utilisation, c'est vraiment de faire du DDoS. Satori, bon, lui, on l'a vu passer, mais c'est vraiment pour faire du crypto mining. Alors, du crypto mining sur des IoT, le mec, il n'est pas sorti des ronces, donc du coup, ça, je pense que c'est en perte de vitesse. Celui qui est vraiment plus chiant, c'est VPN Filter. VPN Filter, lui, son code, il est modulaire. Il vole des infos du flux réseau qui passe par le périphérique qui a été infecté. Et il est persistant parce qu'il modifie la non volatile RAM du coup sur le device. Donc du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Allemagne l'année dernière, il y a eu une grosse vague d'infection des routeurs en Allemagne, et les mecs ont dit rebooter et puis c'est bon quoi. Sauf que là tu rebootes et c'est pas bon. Donc voilà, tout ce genre de... Et puis bien sûr les ransomware, bon là c'est une presse d'un POC à la DEFCON, où les mecs ont dit les thermostats intelligents, nous on fout 30 degrés constant, et puis si tu payes pas un bitcoin, tu vas avoir chaud pendant quelques temps quoi. Voilà, c'est pas faux. Du coup, nous on s'est dit qu'on aimerait bien pouvoir répondre à un incident qui a impliqué un de nos X matériels communicants qui peut à un moment donné être impacté par ce genre de choses. Alors du coup, Blue Team ou Red Team, est-ce que c'est un job de l'une ou de l'autre? Moi j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que d'un côté on va avoir la Blue Team qui va vouloir récupérer l'info d'un périphérique potentiellement infecté pour analyser ce qui s'est passé ou ce qui peut potentiellement se passer. Et le côté Red Team où eux, ça va être de la recherche d'exploits de vulnes pour leur test et ainsi de suite. Sur ce genre d'action, les deux se parlent parce que c'est vraiment un autre level de faire du red teaming en partant sur du hardware. Et aujourd'hui, on préfère plutôt faire du travail en commun pour essayer de se faire par un truc comme ça. Et là, il y a une étude qui est vraiment très intéressante, un paper qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur des mecs qui ont réussi à démontrer que finalement toutes les features de chiffrement intégrées aux SSD, qui sont quasiment pour la plupart vendus massivement dans le commerce, c'est vraiment le top des ventes, ils les ont quasiment tous, je crois sur 10, ils en ont bypassé 8 quoi. Ils ont réussi à récupérer des fois même la donnée sans avoir à connaître le mot de passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que BitLocker, quand ils voient un SSD qui dit hey, j'ai des super features de chiffrement, il dit ok, tiens, occupe-toi du chiffrement. Voilà. Donc côté Red Team, c'est intéressant pour mettre en perspective des potentielles attaques sur nos PC de pro. Et niveau Blue Team, le jour où nous on a un PC ou un disque dur analysé pour whatever raison, on n'a pas accès au code, peut-être qu'un jour on utilisera ce genre de technique pour accéder au code, pour accéder au contenu. Du coup, qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand on se lance un peu dans l'investigation hardware?
Alors, beaucoup de littérature, si on n'aime pas lire, c'est compliqué. On va se palucher de la datasheet, et ça, c'est pas très sympa, c'est pas beau, mais c'est très utile. Tout ce qui est manuel d'architecture, les studies, comme je vous en ai parlé là, les forums hardware, alors attention, à valider toujours un peu ce qui est dit, parce que les gens, c'est des gens, ils peuvent faire des erreurs, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas y aller bille en tête. Lui, il a dit que c'était ça comme interface de com, le plug dessus, et blam, le truc il pète, parce que on a inversé la masse, et puis le truc. Il faut mettre les mains dedans, quoi, et démonter les périphériques, les casser aussi, ça arrive. Donc du coup, si un jour vous devez analyser un périphérique, c'est d'avoir sa petite sœur ou son petit frère pour le casser avant, parce que c'est con de casser le truc sur lequel on travaille. Et puis souder, dessouder, se gratter un peu la tête, voilà. Donc, le process basique, ça va être une inspection visuelle extérieure. Après, on va essayer d'ouvrir le périphérique, regarder un peu le PCB, ce qui est foutu dessus. Une fois qu'on identifie une interface de com potentielle, on essaie de se plugger dessus. On essaie d'avoir des interactions avec le device pour essayer potentiellement de dumper les données ou d'avoir des infos pour aller sur une autre puce, et après essayer d'analyser le dump qu'on a fait. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop aborder l'analyse de dump parce que du coup, on rentre dans une autre problématique. On va déjà juste essayer de dumper un contenu d'une puce, ça serait déjà pas mal. Un truc qui est vachement intéressant pour la première étape, c'est une agence américaine, des fois il y en a qui sont utiles et intéressantes, donc la Federal Communication Commission, où en gros, eux, leur métier c'est de réguler tous les matériels vendus qui ont de la communication radio, filaire et ainsi de suite. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les matos qu'on va analyser en général, ils communiquent, donc ils sont compris dans cela. Et sur leur site, si on arrive à trouver un FCC ID, donc on trouve en général au dos, donc là c'est notre victime du jour un peu, c'est un pauvre routeur D-Link qui n'a rien demandé. On voit le FCC ID, ok, on va sur leur site, et si on rentre les bons codes, si jamais, c'est un peu, il faut majuscule, il faut faire attention, il n'y a pas le wildcard et tout, c'est un truc à l'ancienne. Si on tombe sur le device, on va avoir un truc intéressant, c'est les internal photos. Et les internal photos, avant d'ouvrir, nous-mêmes, on peut avoir une info de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que là, potentiellement, on voit une interface de com. Là, on voit plusieurs puces qui sont intéressantes. On voit aussi surtout le process d'ouverture où là, apparemment, il n'y aurait que 3 vis. Et du coup, il ne reste plus qu'à trouver ces vis et il n'y a rien d'autre. Si ça force un peu, faut tirer un peu plus fort et puis ça passe, quoi. Avant d'ouvrir, juste savoir qu'on va avoir à faire les composants de base, résistance, condensateur, transistor. Ça, c'est vraiment les trucs de base. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a des fois, c'est utilisé pour d'autres trucs. Le truc intéressant, c'est le condensateur qui est vachement utilisé pour réduire le bruit de certains alimes qui peuvent des fois être de pas de très bonne qualité. Les mémoires. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire quand on va ouvrir le matos? Donc, on va avoir la volatile memory où vous éteignez le PC, il n'y a plus rien dedans. La plus connue, c'est la dynamic RAM, celle qu'on a dans notre PC. Elle est aussi appelée la mémoire qui est toujours en train d'oublier quelque chose, parce que vu que c'est fait à base de condensateur et de transistor, le condensateur, courbe de décharge, ça descend. Et avant qu'elle soit effacée, il faut qu'on ait un cycle de refresh. Et donc voilà. Il y a la non-volatile memory, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, où les données sont persistantes au shutdown de la machine. Et potentiellement où on va avoir du coup notre firmware qui va être stocké dessus. On a le composant packaging aussi qui est important. Donc là c'est les plus basiques. Après à chaque fois il y a des spécificités sur des familles et des sous-familles pour chaque. Les plus connus, ceux qui sont maintenant montés en surface parce qu'on voit plus beaucoup de traversants. Ceux qui nous intéressaient le plus, c'est celui-là, le SOIC, parce qu'en général, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on a vue au tout début, c'est sur celui-là, en général, où on trouve les firmware ou les BIOS, par exemple. Du coup, niveau communication, interface, la plus connue et la plus utilisée, c'est l'UART. C'est le premier truc à chercher parce qu'en général, il est toujours présent sur 9 devices sur 10. Il y a une interface UART qui est dispo. Il n'y a pas de règle pour le pin-out. Les mecs font n'importe quoi et tout le monde s'en fout. Du coup, en général, on en a 4. Okay, on a la masse, VCC, transmission-réception. Mais des fois, il y a juste transmission-réception à la masse. Des fois, il n'y en a que 3, des fois, il n'y en a que 2, des fois, il n'y en a pas. Bref, c'est vraiment le bordel. Il y en a un minimum 2, toujours. Donc, c'est TX-RX. Il n'y a pas de clock, comme on verra sur les autres. Là, c'est vraiment sur le baud rate. Donc, le baud rate, c'est la vitesse de transmission des données. Le truc simple, quand vous arrivez à trouver vos pin-out, vous connectez dessus, vous lancez un baud rate.py, c'est un mec qui a développé ça, c'est plutôt cool.
et ça vous calcule le baud rate, et après vous pouvez vous connecter, vous interfacer dessus. Donc les images c'est mieux. Là c'est notre pauvre victime. Du coup vous voyez, là il y en a 5. Okay, il y en a un qui sert à rien, on ne sait pas pourquoi il est là. Du coup le test c'est TX en général. Donc, le plus simple c'est de trouver la masse. La masse vous prenez avec votre super multimètre et puis vous mettez en test de continuité, vous trouvez la masse, vous avez la masse. TX en général il a la même tension que VCC sauf qu'il y a une variation de tension au début. Donc vous vous mettez sur TX et GND, vous bootez. Et là, vous voyez, ça arrive à 3,3 V, ça redescend, ça remonte, c'est de la transmission de données qui est au bout, et donc du coup, ça varie. Voilà. Bon, vous avez TX et GND. VCC, vous pouvez faire aussi un test de continuité pour voir un peu où est-ce que c'est rattaché, si ça va jusqu'à l'entrée de la ligne, et ainsi de suite. Ou alors, en test de continuité, entre VCC et GND, vous allez avoir un tout petit bip à un moment donné, et après, ça va s'arrêter. Et c'est juste la courbe de charge du condensateur. Tant que c'est très minime, mais ça veut bien dire que le condensateur est là, donc il est juste ici, hop, là-haut. Et il est là par rapport en pare-feu de l'alimentation pour diminuer un peu le bruit. Et du coup, voilà, c'est un tout petit bip et après plus rien. En général, c'est le VCC. Puis après, quand vous le bootez, ça reste à 3,3 V. Et RX, en général, il a la même tension que VCC. Et par élimination, l'autre, il n'y avait rien qui correspondait. Il ne sortait rien du tout. Par élimination, vous avez votre RX. Du coup, vous connectez dessus. Bon là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à retirer la soudure qu'il y avait sur la masse. Du coup, je me suis plugué sur une autre masse. Je me suis connecté. Du coup, je lance mon détection de baud rate. Il commence avec des valeurs par défaut. Et là, vous voyez que ça va être trop rapide, donc du coup, il y a plein de merde qui arrive. Avec votre touche de keyboard, vous pouvez descendre. C'est déjà préprogrammé. Et là, vous descendez, vous voyez la donnée intelligible. Et boum, vous voyez que c'est le bon baud rate. Et là, vous pouvez après vous connecter. Vraiment, vous relancez un boot propre et puis voir ce qui se passe. Au boot, on voit des infos intéressantes. Donc là, il discute avec une flash en SPI. Cette flash qui est juste là. On reconnaît un peu le packaging qu'on a vu. Là, on a la chance d'avoir l'info de la chip dessus. Donc on peut regarder sa datasheet. Et on voit aussi des infos intéressantes au niveau du boot. Et puis un truc Raspi. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas cherché. J'ai pas voulu me faire peur plus que ça. Du coup, au niveau des communications, en protocole de com, on a le SPI aussi qui est là, comme on l'a vu dans la capture juste avant, donc la chip parlant SPI. C'est introduit par Motorola, c'est utilisé vachement pour discuter entre les processeurs, entre les circuits intégrés. C'est du coup du Master-Slave Protocol. Il y a 4 fils au minimum qui est nécessaire, 4 connectiques. Ok, donc la clock, pour le coup là il y a une clock. Et puis après, donc tout ce qui est master in, master out, slave in, master out, bon bref, les mecs discutent entre eux, c'est en full duplex, donc ça va dans tous les sens. Si vous avez le nom, c'est plutôt simple parce que vous prenez la datasheet, vous pouvez lire, vous savez un peu comment c'est géré. Si vous n'avez pas le nom, là c'est un peu plus la merde, et du coup il faut sortir le Logical Analyzer, on va le voir vite fait après si on a le temps, et regarder un peu, faire du reverse plus poussé. Donc on se connecte sur la flash. Moi j'ai pas voulu la dessouder parce que je pouvais faire autrement. T'es gentil 5 minutes. Du coup, je me plug dessus comme le mec qui a pourri le BIOS de l'autre. Et je me connecte sur un USB, un bus pirate ou un Chikra comme vous voulez. Et là, vous pouvez lancer un outil qui s'appelle FlashROM. Vous lui donnez le nom de la chip. Au début, il a gueulé, du coup, je lui ai mis force parce que j'étais sûr de moi. Du coup, il a dit t'es sûr, il fait oui, vas-y, balance tout. Et puis on lit un truc, on l'analyse et on voit que c'est une donnée intelligible. Du coup, on peut passer à notre phase d'analyse. L'I2C, c'est pareil que le SPI, mais il y a 2-3 différences quand même au niveau des connectiques, que c'est dual duplex, donc il n'y en a qu'un qui parle à la fois. Donc voilà, vu qu'on a pris beaucoup de temps, je vais accélérer. Le JTAG, ça c'est pas vraiment une interface de com, c'est plutôt un standard pour tester les composants en ligne de fabrication. Du coup, moi, je l'utilise principalement pour dumper les téléphones, parce que ça permet vraiment de pouvoir discuter au processeur et de dire au processeur donne-moi cette partie de la mémoire, donne-moi l'autre, et finalement, on lit toute la mémoire avec ce connectique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour un téléphone de 16 Go, quand c'est dispo, c'est 42 heures. Hein. Pas très rapide. Pinout, c'est un peu comme le SPI, avec le reset à la fin qui est pas forcément nécessaire. Le stuff, du coup, il y a beaucoup de choses pour s'équiper. Au début, c'est un peu chiant parce qu'on est toujours en train d'acheter quelque chose. Du coup, le minimum, c'est un multimètre, c'est une loupe grossissante, même si elle n'est pas trop de bonne qualité, ça peut quand même utile. Ici, là, c'est quoi ça c'est 50 €, il y en a pour 200-300 € ici de matos.
mais c'est du matos nécessaire quand on se lance là-dedans, quoi. Le Logical Analyzer, ça coûte un peu cher, c'est quasiment le truc le plus cher. Là, le stylet, c'est 400 balles, mais c'est vraiment de la bonne cam. Ça vous permet de transmettre, d'avoir les données, de visualiser les données numériques, le signal numérique en vraies données intelligibles. Du coup, voilà, une fois que vous avez la doc de votre chip, vous pouvez essayer de configurer correctement. Une fois que vous êtes plugué dessus, vous pouvez un peu sniffer les échanges qu'il y a. Donc, vous mettez entre l'UART et le SPI et sur une puce du SPI, puis vous allez voir quand vous entrez une commande sur le shell que vous avez en UART, voir comment elle discute avec votre puce SPI, et ça peut donner des infos intéressantes pour la suite, s'il y a besoin d'aller jusque-là. Soudage, dessodage, là, il n'y a pas vraiment. Il faut vraiment mettre les mains dedans, il faut se brûler, il faut pleurer, il faut louper. La température, en général, ça c'est plutôt une chose qui est toujours la même, c'est 375 degrés sur la station air chaud. Utiliser du flux, c'est un truc un peu visqueux qui vous permet qu'il n'y ait pas de ponte entre la soudure, et c'est vachement utile. Et sinon, pour vraiment les travaux de précision, moi, je conseille la pâte à souder de basse température, 140 degrés. Du coup, c'est assez rapide. Vous mettez juste un coup de fer à souder dessus, ça fige, et c'est très intéressant pour travailler comme celui qui est là-bas ou celui qui est là, où là, vraiment, vous n'avez pas envie de prendre vos gros doigts et puis votre gros fer à souder. Donc là, dernier exemple, peut-être que j'ai évoqué avant de rendre la main, c'est un truc qu'on a fait en interne, ça. On est parti d'une presse qui était la Troopers. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant comme sujet de sensibilisation, parce qu'on sait très bien qu'un user aujourd'hui, si on commence à lui faire ça, il va péter un câble. Et du coup, on a acheté un weed injector, donc c'est un truc qu'on trouve dans le commerce pour 20 balles, je crois, avec un petit, là on voit pas trop, c'est un petit hub où on peut connecter deux sources d'alimentation pour en ressortir une pour alimenter à la fois la souris et le weed injector. Et du coup, ça permet de prendre en contrôle à distance de la souris en Wi-Fi, d'injecter du payload, de lancer un peu comme un rubber ducky, mais à distance, et d'exfiltrer les données aussi via le Wi-Fi. Du coup, si on tombe là-dessus et qu'on veut l'analyser, du coup, là on voit la puce Wi-Fi. En faisant des recherches, on voit que si on saute le capot, il y a un truc ici, on ne voit pas ici, mais ça s'appelle ESPN. Bon, bref, c'est vraiment un fabricant de puces très connu. Et dans la datasheet, ils disent que il se repose sur une autre puce pour les données les programmes utilisateurs qui vont être exécutés. Donc potentiellement, c'est là-dessus que va être les données des mecs qui nous ont refait un peu. Voilà. Donc du coup, c'est même puce SPI, c'est pareil que l'autre dans le principe. Du coup, on peut se connecter dessus comme tout à l'heure, dumper les données, puis commencer à analyser. Là, c'est pareil, bon, je vous laisserai voir, c'est sur SparkFun, sur des skimmers, gas pump. Les mecs ont fait une super analyse. Ils ont vu que... donc c'est des skimmers qui communiquent en Bluetooth. Ils ont vu qu'ils étaient toujours en train de se présenter sous le même nom Bluetooth, qui est toujours le même mot de passe par défaut. Et du coup, ils ont créé une application sur Android. Donc c'est vraiment orienté US, pas vraiment Europe. Et du coup, tu prends ton téléphone, tu le fous en Bluetooth, tu es à côté de ta station-service. Et si jamais ils voient un truc qui s'identifie comme potentiellement un dongle Bluetooth utilisé pour ces skimmers, il essaie de se connecter avec. S'il peut se connecter avec, il lui envoie 2-3 infos. Et s'il a un retour d'infos qui considère que c'est un skimmer, vous avez une alerte et on vous enjoint gentiment à éviter d'utiliser cette pompe à essence. Voilà. Pour continuer, pour aller plus loin, il faut pratiquer les CTF. Il y en a quelques-uns que j'ai mis. Je ne sais pas si ce soir il y aura du hardware. Et du coup... vous challengez vous-même, achetez des périphériques pas chers, des trucs chinois, Alibaba, c'est la mine d'or pour ça, quoi. Et mettez les mains dedans, cassez les trucs, reversez, documentez-vous, mettez des posts sur Internet qu'on échange parce que on n'en voit pas beaucoup encore échanger là-dessus et pourtant c'est intéressant. Et n'ayez pas peur d'avoir des fails, c'est comme ça qu'on avance. Si vous avez des questions. Il faut que tu lui jettes ça à la gueule. Ouais, mais bon. Ma question, elle est... Très bien. Bon. Après, tu l'enverras là-bas. Ok. Ma question, en fait, c'est par rapport en fait, aux EPROM. À chaque fois que j'ai vu, lorsque vous avez essayé de lire le dump d'un EPROM, vous mettez directement la pièce dessus. Et il ne faut pas normalement démonter, dessouder carrément l'EPROM pour pouvoir le lire. Parce que, comme ce que j'ai vu, moi, sur d'autres programmateurs, généralement, on dessoude avant de le lire.
Ouais, non, t'es pas obligé. Là, t'es pas obligé parce que vu que ta pince, elle va venir prendre, tu te plugues dessus, tu touches toutes les pins de ton EPROM. Ouais. Si du coup, tu l'alimentes avec la bonne tension et que les autres pins, elles ont ce qu'elles veulent, en fait, elles sont bien reliées. Ça dépend après de ton programmeur. Après, effectivement, le plus simple, c'est d'utiliser des programmeurs où tu dessoudes la puce parce que tu te mets dessus, lui, tu le plugues dessus, il fait ses affaires. Mais là, ce que j'utilise, moi, le Chikra là, de Xipiter, c'est 45 balles. Le programmeur qu'on a vu au tout début, c'est 200 €, quoi. Alors, effectivement, quand on fait ça tous les jours, c'est un bon investissement. Le truc de 200 €, mais par contre, quand c'est un truc où tu fais un peu du hobby, où tu en as 2-3, dire au patron de la banque que j'ai acheté un microscope binoculaire à 700 balles et puis ça pour faire du reverse hardware, le mec va rien comprendre, quoi. Mais c'est compréhensible aussi, quoi. Mais t'as raison. Après, il faut aimer dessouder les choses et pas avoir peur de tout flinguer et pouvoir le remettre dessus après, quoi. Encore une dernière question. Il y en aura... On a le temps que pour là-bas, c'est le premier. Allez, mais, on a le temps que pour une question. Mais bon, l'avantage de la conférence, c'est qu'elle est à taille humaine, et donc n'hésitez pas à aller poser vos questions après les talks. Ouais, une question sur les mémoires. Donc sur du SOIC, sur du TSOP, je vois bien comment tu fais. Sur des composants BGA, tu dessoudes. Tu arrives à dessouder sans casser sur du BGA? Ouais. Il faut. Après, c'est une question de pratique. C'est une question de pratique. Moi, les premiers que j'ai fait, je les ai ruinés. Hein. Je savais pas, je prenais le truc, j'appuyais trop fort, je déchirais le truc. Mais alors pour les BGA, on peut en reparler après si tu veux. Mais la technique, c'est tu préchauffes un peu ton PCB complet. Donc tu montes quasiment à 200, 280 ton PCB. Il peut tenir quasiment 400 degrés avant que ça monte trop en température. Et après, avec ton station air chaud, tu vas appliquer quasiment que 80 degrés de différence, qui va permettre de chauffer un tout petit peu plus la soudure qui est en dessous, et puis tu arrives à les récupérer. Mais on commence à rentrer dans le touchy. C'est quoi ton taux de succès du coup Le taux de succès aujourd'hui, alors j'en ai pas beaucoup fait, j'en ai fait peut-être 5 ou 6 et je suis peut-être à la moitié de succès, quoi. Mais parce que je commençais à trouver ma technique un peu sur la fin, quoi. Mais quand on se lance là-dedans, ouais, ça devient compliqué. Alors je prends là dernièrement, pour les BGA, il y a une autre technique, ça s'appelle l'ISP, c'est une In-System Programming, qui est vachement utilisée pour les smartphones maintenant, où en gros, il y a des mecs qui ont dessoudé pour toi, qui ont essayé de faire les pin-outs sur les résistances et condensateurs, ils se foutent dessus, et du coup, après, ils parlent directement avec la puce. Donc ça, c'est une autre technique vachement utilisée qui est préférée, mais des fois, tu peux pas faire autrement que de dessouder, quoi. Il faut en avoir deux, du coup, un pour tester, puis un pour y aller. Ben voilà, on peut tous remercier Franck.